Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, les impôts. Comment en payer moins? En fait, l'impôt, si tu veux, pour moi, ça ne se subit pas. Ça se prépare, ça s'anticipe et du coup, c'est un vrai levier pour le patrimoine. Il n'y a pas de minimum pour réduire ses impôts. Si on veut mettre en place des solutions pour réduire sa fiscalité, ça se prépare tout au long de l'année. Quoi la différence entre réduction d'impôts et crédit d'impôt? C'est deux dispositifs qui sont complémentaires, mais qui sont très différents. Si tu payes 3 000 € d'impôt, tu peux mettre en place via des investissements des solutions qui vont ramener cet impôt à zéro. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Patrimoine. On est vraiment ravis car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux Innovea, la chaîne YouTube et les plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, les impôts. Comment en payer moins? Et pour cela, on va recevoir Amandine Gourdon, conseillère en investissement financier chez Innovea. Bonjour Amandine. Bonjour Gwenaëlle. On est vraiment ravis que tu sois avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Amandine Gourdon, j'ai 31 ans. Je suis maman de 2 enfants et je viens de Nantes. Et je fais ce métier-là depuis 8 ans maintenant. J'étais pas du tout destinée à faire ça, pour tout te dire. Moi, j'étais partie faire une école de commerce. Je voulais voyager, travailler un petit peu partout dans le monde et parler anglais toute la journée. Bien évidemment, ce que je ne fais pas aujourd'hui. Zut. Et puis, de fil en aiguille, pour payer mes études, j'ai fait un job étudiant et je me suis retrouvée à l'accueil d'une banque. Et ce qui m'a tout de suite interloquée dans ce poste-là, c'est que j'étais donc de l'autre côté du guichet et les gens venaient me poser des questions qui me semblaient très pertinentes, mais dont je n'avais pas la réponse, puisqu'on n'a pas de formation, un job étudiant. Mais là, et puis voilà. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que les gens avaient totalement confiance en ce que je pouvais leur dire, alors que j'en savais pas beaucoup plus qu'eux. Et cette relation de confiance m'a beaucoup bouleversée. Donc, j'ai fait le choix de réorienter mon cursus au sein de cette école de commerce pour pouvoir faire de la banque et de la gestion de patrimoine en ayant le client au cœur de la relation. Et puis finalement, après 3 ans de banque, je me suis vite rendu compte que l'aspect commercial prime avant la relation de confiance et que du coup, c'était un peu biaisé. Et quand on se retrouve au bout de 3 ans, un crédit important sur le dos et un job qui ne me plaît pas, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'en fais? Et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce métier-là depuis plus longtemps en indépendant et qui m'a dit, viens, fais-moi confiance, suis-moi. Ouais. Très important, la confiance pour moi. Je l'ai suivi et il m'a dit, je t'accompagne jusqu'à la réussite dans le lancement de ton cabinet. Et voilà, c'était il y a 8 ans et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et voilà, et je te retrouve aujourd'hui devant nous. Exactement. Alors, on arrive à une période un peu particulière, le mois d'avril, avec la déclaration d'impôts que souvent on peut redouter. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le rôle d'un conseiller en investissement financier sur la question de la déclaration d'impôts? Alors, en tant que conseiller en investissement financier, on n'intervient pas directement dans la déclaration d'impôt, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on est là pour soutenir et aider nos clients dans leur déclaration sur les investissements que nous leur avons conseillés. Donc ça c'est un point qui est important parce que les gens sont aussi en attente de ça. Et puis, on est là pour aider les gens à comprendre leur imposition, voilà, comment on lit une feuille d'imposition, qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les mécanismes. Donc, beaucoup de pédagogie, finalement, sur ça. Et puis, bien évidemment, la fiscalité, c'est un sujet qui se construit dans un aspect patrimonial global. Donc, on est là pour les aider à mettre en place une stratégie patrimoniale globale qui intègre la notion des impôts, parce que c'est un sujet qui revient un petit peu souvent. Alors justement, est-ce que tu as l'impression que les Français s'intéressent vraiment beaucoup plus à la fiscalité aujourd'hui, ou est-ce que ça reste quand même un sujet un peu tabou? Ça l'est de moins en moins, c'est plutôt bon signe. L'argent, en général, est de moins en moins tabou, même si ce n'est pas vrai dans toutes les familles. Maintenant, je dirais que le problème, c'est qu'avec l'accès à l'information, tout le monde va sur Internet. Puis je pense que tu fais la même chose quand tu cherches une information, tu vas sur Internet. Tout le monde a le même réflexe. Voilà. Et sur Internet, il y a beaucoup de choses vraies, il y a aussi beaucoup de bêtises. Et quand on n'est pas de la partie, comment on démêle un peu le vrai du faux, c'est pas évident. Les impôts n'y échappent pas. Donc c'est vrai qu'en rendez-vous, on entend des choses. Ah, j'ai lu ça, donc j'ai fait ça comme investissement. Perdu, c'était pas adapté à votre situation. Donc oui, les gens, il y a moins de tabous, on en parle. Mais voilà, l'accès à la connaissance n'est pas toujours évidente. C'est un métier à part entière, donc c'est important de se faire accompagner quand même. Ouais, et de bien accompagner. Alors justement, donc période de déclaration d'impôt, est-ce que pour toi c'est un moment clé, ce moment-là? Est-ce que c'est un moment important? C'est très important, c'est un rendez-vous incontournable avec mes clients parce que c'est le meilleur moment pour prendre le temps
Vous savez, dans l'année, on est pris sur plein de choses dans la vie courante, on est tous pareils. Oui, et puis là, tout d'un coup, il y a une date butoir. Il faut l'envoyer, la Là, déclaration. on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc, on a un peu l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est le meilleur moment pour se dire, bon, OK, quitte à le faire, autant prendre une demi-heure de plus et se poser sur réellement ses objectifs, ses projets. Donc, c'est un moment qui est hyper important d'être présent, de se poser, de faire le point et de voir comment on peut optimiser, si on peut optimiser, et de mettre ses impôts au service de ses projets. Oui, parce qu'on verra qu'il y a des choses qu'on peut encore corriger, puis il y a des choses, des fois on se dit, bah, ce sera l'année prochaine. Exactement. Quelles sont les questions ou les interrogations qui reviennent le plus souvent quand justement tu rencontres tes clients à ce moment-là? Alors, il y a beaucoup de peur au moment de la déclaration d'impôt. Les gens ont peur de mal faire. Ils ont l'impression que le couperet va tomber s'ils n'ont pas coché la bonne case, alors que ce n'est pas tout à fait ça quand même, heureusement d'ailleurs. Les questions qui se posent souvent, les gens ont beaucoup d'incompréhension sur le mécanisme réduction crédit d'impôt. Ça, c'est des choses qui reviennent très souvent. On reviens dessus, parce qu'il faudra que tu nous expliques la différence quand même. Donc ça fait partie des thématiques qui reviennent souvent. Les gens aussi se posent la question de qu'est-ce que je peux réellement déclarer? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire Et est-ce qu'il y a aussi cette impression que maintenant, j'ai envie de dire, c'est pré-rempli, du coup on peut plus toucher? Un peu, ça arrive. Alors notamment, tu vois, j'ai une anecdote qui me vient. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui sont étudiants ou stagiaires. Les revenus sont pré-remplis. Et du coup, ils me disent, j'avais cru lire sur Internet qu'il y a des abattements, qu'on ne les déclare pas. Mais du coup, c'est pré-rempli. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et je leur dis, en fait, effectivement, vous avez toujours la main. Ce qui est pré-rempli est normal, c'est ce qui remonte. Après, c'est vous et de votre vigilance d'aller cocher si c'est des revenus de stage, des revenus d'alternance, parce qu'il y a des abattements qui s'appliquent. Et sachant qu'il y a des choses qu'on peut corriger aussi. Bien évidemment. C'est le moment où justement on peut corriger éventuellement. Exactement. Alors, c'est important de bien avoir des justificatifs si on corrige, parce que ça peut alerter l'administration fiscale pour avoir... demander des justificatifs, mais il y a des erreurs, ça arrive. Et si on a les justificatifs, il ne faut pas avoir peur de faire les corrections. Alors justement, au moment de la déclaration, est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses où c'est trop tard? Oui. Oui, on peut encore faire des choses. On ne peut plus faire des investissements qui seront impactants directement sur la fiscalité de l'année passée, donc on est en train de déclarer. Concrètement, en avril 2026, on déclare l'année 2025. Nous ne pouvons plus signer d'investissements qui auront un impact sur le résultat des impôts suite à la déclaration de mai 2026. Oui, il n'y a pas de ce qu'on appelle rétroactivité. Absolument pas. Ça serait bien, hein, mais non, ça, on ne l'a pas inventé encore. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, il y a plein de choses qui incombent à vérifier. Il me semble qu'on en reparle un peu plus tard, mais si vous êtes parent isolé, ça c'est un oubli qui arrive très souvent, mais pensez à cocher la case parent isolé. Est-ce que je déclare des frais kilométriques ou pas? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors ça, c'est bien du ressort de chaque citoyen de vérifier et de faire ses calculs. On ne peut pas le faire à la place mais il faut penser à vérifier peut-être que les frais kilométriques, les frais de repas, mis bout à bout, sont plus intéressants. Ça, c'est des choses qu'on peut encore faire. Penser à déclarer les investissements, par exemple, en PER. Il y a des investissements quand on verse sur des plans d'épargne retraite. Voilà. Quand on verse sur des plans d'épargne retraite, le montant qu'on a versé est déductible du revenu imposable. Donc, ça a un impact direct sur notre fiscalité. Et beaucoup de gens, le montant est pré-rempli, si tu veux, dans la déclaration, mais il est dans une case grisée qui est à reporter. Et c'est un peu le piège. Il y a beaucoup de gens si on ne reporte pas, ce n'est pas pris en considération. Exactement. Ah oui, d'accord. Ok. Ça, donc c'est dessus, mais ce n'est pas pris en considération. Exactement. Donc, il y a encore des choses à faire, oui. Plus directement pour impacter avec des solutions d'investissement, mais des points de vigilance à avoir au moment de la déclaration. Oui, et qui peuvent changer quand même la donne à la fin. Bah oui, parce que si on a fait un investissement, il faut dire ses impôts et qu'on oublie de le déclarer, c'est dommage. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on comprend bien qu'il y a une nécessité de préparer les choses, parfois même peut-être très longtemps à l'avance. Quels seraient tes conseils justement de se dire, bon ben voilà, vous savez qu'en avril, ça sera le moment. On s'y prépare combien de temps à l'avance et qu'est-ce qu'on prépare? C'est un très bon point parce que finalement, il n'y a pas de moment précis. Les impôts, on l'a dit, le moment de la déclaration des revenus est un point important pour faire le point, pour faire l'état des lieux. Mais si on veut mettre en place des solutions pour réduire sa fiscalité, ça se prépare tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que déjà, chaque situation est différente. Le timing de chacun n'est pas le timing de tout le monde. Et puis, il y a des solutions d'investissement qui sont éligibles à des moments donnés de l'année. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui ouvrent en début d'année avec une enveloppe de collecte maximum. Et quand elle est atteinte, il n'y en a plus. Donc ça, il faut se positionner de bonne heure. Et il y en a qui sont éligibles plutôt en fin d'année parce qu'ils nécessitent un renouvellement d'agrément de l'autorité des marchés financiers tous les ans. Et donc du coup, on est obligé d'attendre que la partie administrative et paperasse se fasse. Ça, c'est plutôt fin d'année. Oui, parce qu'il y a quand même un moment,
j'ai envie de dire un peu butoir, c'est fin décembre. C'est-à-dire que Oui. notamment sur la question des investissements, il faut avoir le petit réflexe, peut-être en novembre-décembre, de se dire: «Ah si, peut-être c'est le moment de faire un investissement si j'y arrive, en tout cas avant la fin de l'année». Oui, ça c'est un bon point. J'ai beaucoup de clients qui sont commerciaux, Mmh. de cadres d'entreprises commerciaux et du coup ils ont des revenus fluctuants. Eh oui. Qui dit revenus fluctuants dit fiscalité fluctuante. Mmh. Donc on peut toujours mettre en place des choses en début d'année Mmh. pour pouvoir limiter l'impact fiscal, mais il faut se garder une soupape, une réserve pour être sûr de bien optimiser les choses. Et dans ces cas-là, moi, tous ces clients-là, je conseille de refaire un point en novembre-décembre, comme tu l'as dit, pour justement venir ajuster avec les mécanismes à notre disposition à cette période-là, pour vraiment que la stratégie soit optimisée au maximum. Donc c'est tout au long de l'année. Sur cette première partie, si tu devais donner un bon réflexe, en fait, finalement, à avoir, une fois que la déclaration a été reçue, ça serait quoi? À part L'envoyer t'appeler. voilà, j'allais dire, l'envoyer à son conseiller d'investissement financier pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur, d'oubli. Ça peut arriver, hein, même de l'administration fiscale, des investissements qui ne sont pas bien remontés. Donc ça, c'est important. Sur la partie qui vous concerne, encore une fois, hein, évidemment, sur la je partie qui nous reprécise. concerne, bien évidemment, parce que c'est aussi notre ressort de faire ce suivi-là. Donc ça, c'est un réflexe à avoir. Et puis le réflexe, s'il y a des ajustements à faire, c'est de les faire avant la date butoir qui se situe en décembre, parce qu'on peut toujours corriger sa déclaration de l'année en cours. Ça, il y a peu de gens qui le savent aussi, il n'y a pas de fatalité, mais il faut penser à s'en rendre compte et à vérifier son avis d'impôt pour ça. Au bon moment. C'est ça. On va justement passer aux erreurs les plus fréquentes que tu peux rencontrer avec l'expérience qui est la tienne. Qu'est-ce que tu observes le plus comme erreur? Alors, le versement en plan d'épargne retraite, comme on a dit, c'est une erreur qui est très fréquente. Je ne vais pas dire quasi systématique, parce que les clients, maintenant que j'accompagne depuis quelques années, ils ont des habitudes aussi, qui sont d'ailleurs très contents de me dire: «Madame Grandon, j'ai fait ma déclaration et j'ai pensé à faire le report. Exactement. Le fameux report de la case grise. Voilà, ils sont habitués. Okay. Les erreurs fréquentes, il y a une chose que peu de gens savent et qu'on observe souvent. Vos revenus de capitaux mobiliers, ils sont soumis à 2 types d'imposition, les fameux prélèvements sociaux qu'on retrouve partout et qu'on entend partout, et l'imposition sur le revenu. Et par défaut, il y a une option qui s'applique, enfin qui n'est pas une option d'ailleurs, qui est le cas général, c'est le prélèvement forfaitaire unique. Et il y a des personnes, on peut choisir, si tu veux, d'être imposé au barème, c'est-à-dire à sa tranche personnelle, qui peut être plus favorable que ce prélèvement forfaitaire unique. Mais il faut faire cette demande, ça ne se fait pas automatiquement. C'est la case 2OP. Sur la déclaration, une petite astuce gratuite. Et il faut penser à la cocher pour être justement imposé à son barème si c'est plus favorable. En fait, en t'écoutant, on voit bien que finalement, on a encore des marges de manœuvre quand la déclaration arrive, alors que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, bah voilà, elle arrive, c'est comme ça, l'État a dit que, et on dit OK. En fait, l'impôt, si tu veux, pour moi, ça ne se subit pas. Ça se prépare, ça s'anticipe. Et du coup, c'est un vrai levier pour le patrimoine. Mais il faut l'anticiper, il faut prendre le temps. Et si on le fait la veille pour le lendemain... Et tu disais, par exemple, la question des repas, des frais kilométriques, là aussi, on peut faire des choses ou des choix qui peuvent avoir un impact différent? Tout à fait. C'est un très bon point, on en a parlé tout à l'heure. Au niveau des frais, il faut savoir que par défaut, c'est 10% du revenu imposable qui s'applique. Et on peut faire le choix de déclarer ses frais. Alors, il y a des conditions à respecter. Ça, c'est au contribuable d'aller vérifier les conditions s'il est éligible, une fois de plus. Les frais kilométriques, pareil. Les cotisations syndicales, quand on est syndiqué. Ça, ce sont des choses qui peuvent être déclarées en frais réels et qui peuvent représenter un montant plus important que les 10% qui s'appliquent automatiquement. Ah oui, donc du coup, on fait le choix de dire pas 10%, mais de vraiment le déclarer et donc d'aller noter tous ces frais kilométriques. J'imagine qu'il faut tous les détailler. Il faut faire le calcul, il faut les détailler et il faut des preuves en cas de contrôle. Ah oui, évidemment. C'est normal. C'est un peu logique. Ce qui est logique. Est-ce que, selon toi, certaines personnes passent à côté d'avantages fiscaux en ne prenant pas le temps de véritablement bien regarder leur déclaration? C'est une certitude. Carrément. Ah oui, c'est une certitude parce que les gens vivent l'impôt comme vraiment quelque chose de punitif et ils s'en débarrassent très vite. C'est quand même dommage. Ils jettent la patate chaude, quoi. Ouais. Alors que les impôts, une fois de plus, on peut être acteur si on met en place des solutions pour justement venir réduire. Donc, il n'y a pas de minimum pour réduire ces impôts. Il n'y a pas de minimum. Donc oui, on peut passer à côté. Souvent, il y a aussi un aspect psychologique, les gens culpabilisent. Ça m'arrive souvent en rendez-vous. Des gens qui me disent, quand on arrive à cette fameuse découverte des impôts, ah bah finalement, les impôts, j'aimerais bien les réduire, mais il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec leurs valeurs, parce que si on paye des impôts, c'est quand même pour quelque chose d'utile, c'est pour le bien commun. Et je les déculpabilise, je leur apporte beaucoup de pédagogie. Si l'État met en place des dispositifs pour réduire les impôts,
c'est pas pour ne plus financer des choses utiles, c'est pour réorienter C'est pas pour l'épargne. partir dans un paradis fiscal, quoi. Exactement. Sinon, en effet, il y a peut-être cette confusion entre Exactement. optimiser et frauder. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose quand C'est même. pas la même chose. Il y en a une qui est autorisée et l'autre non. Je précise parce on parle de ça, mais en effet, je précise bien quand même le cadre de ton intervention, c'est que les conseillers ne disposent pas, vous ne disposez pas de ce qu'on appelle la CJA, donc c'est la compétence juridique appropriée. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous accompagner, suivre sur les parties qui sont vraiment les vôtres. Donc vous avez des cases, mais évidemment que vous ne pouvez pas aider à remplir les autres informations. Ça paraît important quand même de bien le préciser qu'il y a d'autres professions qui sont là pour ça. Justement, revenons sur la question de l'optimisation fiscale. Tu disais qu'en effet, c'est un cadre légal. Ce n'est absolument pas évidemment de la fraude. Ça n'a rien à voir, contrairement à peut-être un imaginaire collectif. Est-ce que pour autant, tu as aussi des clients qui se disent « Ah oui, mais enfin bon, l'optimisation, il faut avoir beaucoup d'argent, des hauts revenus pour en faire ». Oui, alors c'est une bonne question parce que les gens ne se le disent pas que pour l'impôt, ils se le disent pour l'accès au conseil patrimonial en général. Oui. Et moi, je décomplexe tout de suite les gens qui m'appellent. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent et me disent « J'ai eu vos coordonnées de la part de Madame Untel ou de Monsieur Untel qui est client avec vous, mais moi, je n'ai pas de patrimoine. » Alors, ça me fait beaucoup rire et je leur dis toujours « Vous n'avez pas 1 euro dans votre porte-monnaie ?» Bon, alors, je caricature bien évidemment. Ou un petit Madeleine. Je caricature, mais en fait, il n'y a pas de montant minimum pour être accompagné, il n'y a pas de montant minimum pour réduire ses impôts. Il faut quand même en payer. Ça paraît évident, quand même, le minimum. Mais je le précise parce que ça m'est déjà arrivé. Des gens qui pensaient payer de l'impôt et qui, quand finalement on regarde la fiche d'imposition, n'en payent pas. Tu vois, le niveau d'incompréhension aussi sur cette fameuse fiche d'imposition qui fait peur. Oui, qui arrive quand même en fait, dans tous les cas. Qui arrive, qu'on en paye ou qu'on n'en paye pas, elle arrive. La déclaration est obligatoire, qu'on soit imposable ou non. Oui, donc du coup, c'est vrai que le fait de recevoir une déclaration d'impôt peut laisser penser qu'on en paye forcément. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout au début, puis d'ailleurs j'avais dit qu'on y reviendrait. C'est quoi la différence entre réduction d'impôt et crédit d'impôt ? C'est une très bonne question là aussi. Je n'ai pas la réponse, donc je t'attends. Je vais t'expliquer. La confusion, elle est très fréquente. C'est 2 dispositifs qui sont complémentaires, mais qui sont très différents. La réduction d'impôt permet de réduire son impôt. Donc, il faut déjà être imposable. Oui. Si on n'est pas imposable, on ne peut pas réduire son impôt. On est d'accord. Et si tu payes 3 000 € d'impôt, tu peux mettre en place via des investissements des solutions qui vont ramener cet impôt à zéro. Alors, le diminuer ou le ramener à zéro. On ne le ramène pas toujours à zéro. On peut le baisser simplement. Mais si on veut vraiment l'optimiser au maximum, on peut le ramener à zéro. Par contre, si tu payes 3 000 € d'impôt et que tu fais des solutions de réduction d'impôt à hauteur de 4 000 €, tu ne t'enrichis pas de 1 000 €. Les 1 000 € en plus, c'est perdu, entre guillemets. C'est ramené à zéro, c'est ramené à zéro. D'accord. Ça, c'est la réduction d'impôt. Le crédit d'impôt, qui peut se cumuler avec la réduction d'impôt, lui, comme son porte bien son nom, c'est un crédit que l'État va te rembourser. Donc, tu peux être non imposable et percevoir un crédit d'impôt. Donc là, tu gagnes de l'argent. Exactement. Carrément. Et là, par exemple, ça va être le garde d'enfants. Tu as des enfants qui vont à la nounou, l'emploi d'une salariée à domicile. Donc là, ce n'est pas lié aux investissements. Est-ce que le manque d'anticipation, selon toi, c'est quelque part un peu la plus grosse erreur à ne pas commettre? Oui, mais là aussi, c'est vrai pour les impôts et c'est vrai pour toutes les thématiques patrimoniales. Préparer sa retraite, ça s'anticipe. Si on s'y penche 3 ans avant, on n'a pas beaucoup de levier actionnaire. C'est plus compliqué. Les impôts, c'est pareil. Ça se prépare tout au long de l'année fiscale. Donc, une fois de plus, je précise, on prépare la déclaration de 2027 en 2026. C'est maintenant qu'on peut mettre en place des solutions pour réduire la déclaration, enfin les impôts sur les revenus qu'on va déclarer en 2027. Donc oui, il faut anticiper, déjà pour pouvoir avoir le choix de poser la bonne stratégie, et parce que, on va en reparler, mais les impôts, c'est pas une solution, c'est pas un objectif en soi, réduire ses impôts. C'est un levier qu'on va utiliser au service d'un patrimoine, au service de projets globaux. Parce que réduire ses impôts tout seul, il y a moyen qu'on soit déçu si on le fait juste pour le gain fiscal. Alors, autre chose sur la question de l'anticipation, moi je me suis demandé parce que alors, les salariés en général, ils n'ont pas de variation de revenus, mais il y a tout un tas évidemment de personnes qui, eux, peuvent être chefs d'entreprise, indépendants. Comment on gère en fait cette variation de revenus, surtout qu'en plus, en ce moment, on accumule un peu les crises, donc on voit bien qu'il y a parfois des porte-monnaies qui sont un peu tendus. Comment on peut faire? Alors, les salariés peuvent avoir des revenus qui varient. Tu peux avoir du variable. Oui, tout à fait. Donc, sur la partie fixe, effectivement, c'est fixe, comme ça le dit. Et puis, il y a le variable. Il peut y avoir plein de choses. Donc, ça se gère, comme on l'a dit tout à l'heure, au fil de l'année. C'est-à-dire qu'on élabore une stratégie, on pose les bases d'une stratégie au minimum.
Et puis après, en fonction du revenu, on se revoit en novembre, décembre, et là, on refait une simulation parce qu'on a déjà une bonne idée de ce qu'on a perçu dans l'année quand on est en novembre, décembre. Et on réajuste les investissements qui ont été faits pour venir combler l'impôt qu'on n'a pas pu optimiser. Ouais, donc c'est là où on voit vraiment avec toi que finalement, il ne faut vraiment pas attendre le dernier moment, mais il faut vraiment essayer d'avoir cette espèce de petit réflexe un peu tout au long de l'année pour le préparer. Est-ce que certaines décisions patrimoniales peuvent, parce que là on parle de réduction d'impôts, mais peuvent alourdir la fiscalité? Oui. Et c'est là où ça double tranchant des fois. Comme quoi, par exemple? Eh bien, l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, c'est un outil magique qui peut réduire les impôts et qui peut aussi les alourdir par méconnaissance. Et il n'y a pas de solution miracle, c'est du cas par cas. D'accord. Une fois de plus, c'est un métier, c'est important d'être accompagné, ça nécessite un suivi régulier parce que les situations évoluent. L'immobilier peut venir alourdir par le mécanisme des revenus fonciers. Oui, parce que c'est considéré comme un revenu. Exactement. C'est considéré comme un revenu, donc ça vient être en plus du salaire, quoi. Ça peut être optimisé, hein. Mon discours, c'est pas de ne pas faire d'immobilier, bien au contraire. Mais il faut faire le bon dispositif immobilier en fonction de sa situation. C'est là encore une fois où on voit qu'on a besoin d'être accompagné. Je te propose un petit moment un peu ludique. J'aime bien changer parfois un peu le format. Je vais te donner des cas et tu vas me dire si c'est déductible, non déductible, ou peut-être à surveiller. Donc évidemment, là on parle de mécanismes généraux. Encore une fois, il faut aller dans le détail avec ses conseillers et autres professionnels si besoin. 4 cas pour toi. Tu me réponds donc le don à une association de protection des animaux. Oui, c'est déductible. D'accord. Il y a des conditions à respecter. Il faut que l'association soit reconnue, qu'elle puisse délivrer un CERFA qui permette de réduire ce don dans les impôts. Donc oui, dans la plupart des cas, c'est déductible. Là aussi, il faut être accompagné ou il faut se renseigner parce qu'il y a plusieurs niveaux de déductibilité et ça dépend de chaque organisme. Oui, il faut peut-être faire attention en effet, d'abord quand on va aller faire ce don, de bien se renseigner si en effet l'association peut ensuite fournir un revenu fiscal et que ça soit déductible. L'achat d'une magnifique œuvre d'art pour mon salon, déductible ou pas déductible? Alors, pour toi en tant que particulier, non. Je suis navrée. Okay. Et pour mon bureau, si c'est mon bureau professionnel? Si c'est une entreprise, il y a des clauses particulières. Là aussi, il faut se rapprocher d'un professionnel compétent. Il y a des choses qui peuvent se faire par rapport aux œuvres d'art pour les entreprises, mais pas pour les particuliers. Si je considère que dans mon métier d'animatrice, tu vois, j'ai besoin d'être fit et donc je vais faire du sport et donc j'ai un abonnement dans une salle de sport, déductible ou pas déductible? J'aimerais te dire oui, mais malheureusement, la réponse est non. Ah d'accord, donc même si en effet l'apparence est importante, mais ça marche bien pas. Oui. Salaire de la femme de ménage qui vient 1 à 2 fois par semaine. Oui, déductible, c'est du service à la personne. D'accord. Donc ça, c'est déductible. Ok. Déclaré, bien évidemment, je précise. Ah oui. Parce qu'on me l'a déjà demandé. Donc je précise. Oui, donc en effet, la femme de ménage déclarée. Donc on voit bien là avec ces 4 petits cas-là qu'en effet, c'est très très fin et qu'il faut vraiment en effet pouvoir regarder ce qui se passe. Allez, on va regarder ensemble les grands leviers d'optimisation maintenant. Alors on ne va pas rentrer dans des cas individuels, mais déjà, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi les grands leviers fiscaux sur lesquels on peut jouer et sur lesquels que tu abordes, j'imagine, assez régulièrement quand on vient te voir? Alors, j'explique à mes clients, parce que notre but, c'est de faire de la pédagogie. Donc, j'explique à mes clients qu'il y a 2 façons de réduire ces impôts. Il y a la partie immobilière et il y a la partie financière. Les 2 ne s'opposent pas, les 2 sont là aussi très complémentaires. C'est propre à chaque situation. Plus on a une fiscalité élevée, plus on va avoir besoin d'une stratégie globale qui probablement va imbriquer à la fois de l'immobilier et à la fois du financier. L'immobilier, ça sous-entend qu'il faut être prêt à s'engager sur un temps long. Parce qu'on ne fait pas un bien immobilier pour 2 ans, sinon c'est qu'on n'a pas tout à fait compris le dispositif. Il faut être prêt à en supporter les aléas. Et il faut avoir de la capacité d'endettement et l'envie de rembourser aussi un emprunt. Parce qu'on entend souvent dans les croyances collectives, oui mais j'ai un bien immobilier mais il s'autofinance. Non. Pas tout à fait ça quand même. On dit ça parce qu'en fait, on reçoit un loyer, c'est ça. Oui, en fait, il y a souvent les un charges locataire. autour. Voilà, il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte. Oui, puis le loyer couvre peut-être pas forcément non plus totalement l'emprunt. Donc, il y a souvent un petit delta et donc il y a quand même une nécessité. Donc là, on voit quand même que dans ce que tu dis sur ce levier immobilier, j'allais dire, c'est plutôt sur du long terme. Il faut déjà être un petit peu sécurisé et avoir une capacité aussi à rembourser quand même. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, le dossier ne passera pas à la banque si on n'a pas de capacité à rembourser. Deuxième levier? Deuxième levier, financier. Là aussi, c'est du moyen long terme parce que ça, il faut bien le savoir, toutes les solutions de réduction d'impôts qui existent via les investissements financiers ont une durée d'engagement minimum. Entre 5 et 10 ans, voire jusqu'à la retraite. Pour le fameux plan d'épargne retraite dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, il faut être capable de s'engager sur le long terme, mais c'est moins contraignant à mettre en place. Dans tous les cas, c'est très important de comprendre que, comme je te l'ai dit tout à l'heure,
Les impôts, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un levier pour atteindre d'autres objectifs, création de patrimoine, préparation de la retraite, transmission aux enfants, enfin, il y a plein de sujets qui viennent graviter autour. Si on achète un bien immobilier juste pour réduire ses impôts, il y a tellement d'aléas qui peuvent se passer pendant la durée d'investissement que si le seul but c'était la réduction d'impôts, il est fort probable que tu ne sois pas satisfaite même si tu as eu un gain fiscal. Alors justement, sur la question de l'épargne, en quoi l'épargne peut avoir un impact sur la fiscalité concrètement? Alors, les placements en épargne ont un impact puisque les intérêts générés sont considérés comme un revenu, D'accord. donc fiscalisé. Ok. Fort heureusement, il y a des solutions qui sont plus gentilles, on va dire, au niveau fiscal, et d'autres qui sont un petit peu plus importantes au niveau de la fiscalité. L'assurance vie, par exemple, tant que ton épargne reste sur le contrat d'assurance vie, les intérêts ne sont pas soumis à la fiscalité de l'impôt sur le revenu. D'accord. Et quand tu retires les fonds, tu es imposé sur les gains uniquement, pas sur le capital, dans la proportion du capital retiré. Ok. Et là, c'est soumis à l'imposition sur le revenu. Mais tout ce qui reste sur le contrat reste non imposé. Ok. Ça, c'est le cas de l'assurance vie. Et à côté, tu as le plan d'épargne logement, par exemple, qui lui est un produit purement bancaire, exactement, le PEL. Et lui, même si tes fonds restent sur le contrat et que tu n'y touches pas, tous les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, on voit bien que d'une solution à l'autre, l'impact fiscal n'est pas le même. Ce qui joue aussi, c'est souvent la question de la situation familiale. Oui. Et qui peut en effet varier évidemment dans le temps. Est-ce que tu pourrais nous décortiquer un petit peu en effet les différents impacts possibles? Alors, sur la situation familiale, déjà un couple marié pacsé, il y a une déclaration commune. Donc, ça joue forcément sur les impôts. Les enfants. Le nombre de parts. Exactement. Fameuse part. Voilà, une demi-part pour les 2 premiers, une part entière pour le 3e. Donc ça, effectivement, c'est aussi un sujet qui vient impacter la fiscalité. Si on fait garder ses enfants, les droits de garde. Voilà, donc il y a effectivement... le contexte familial est à prendre en compte. Souvent, on entend justement pour les enfants dire est-ce que je garde l'enfant avec moi sur ma déclaration ou je l'enlève aussi? On l'entend ça. Hein. Ça, on l'entend. Et là aussi, il faut poser les chiffres. Oui. Ça se calcule. Qu'est-ce qui est le mieux finalement? C'est du cas par cas. Je ne peux pas donner de réponse. Il faut savoir qu'on peut garder son enfant s'il fait ses études jusqu'à 25 ans. Et après, on peut faire le choix aussi de ne pas le déclarer parce qu'on lui verse une pension. Mais là, il faut poser les chiffres et être accompagné par du personnel compétent pour le faire. Tu l'as dit plusieurs fois hein, que si c'était uniquement pour réduire les impôts, c'était sans doute pas la bonne décision à prendre. Quelles sont les autres raisons qui finalement sont selon toi nécessaires pour s'intéresser à sa déclaration d'impôt en fait, si c'est pas uniquement réduire? En fait, si tu veux, la déclaration d'impôt, la déclaration de revenus, pardon, elle est là pour mettre en lumière ta situation globale, tes placements, la composition de ton foyer, les revenus que tu perçois, quelle que soit leur nature. Donc, toutes les raisons sont bonnes pour se poser un temps, comprendre comment est fait sa fiscalité et utiliser sa fiscalité pour optimiser son patrimoine global. Mais c'est pas la fiscalité en soi. Tu vois, un exemple concret, j'ai une dame qui m'a appelé un jour pour réduire ses impôts, c'était le sujet numéro 1. Elle m'appelle, elle me dit, je vous appelle parce que moi je paye beaucoup trop d'impôts et j'aimerais optimiser ça. On s'est vu au rendez-vous, elle payait quasiment pas d'impôts. Oui, donc du coup c'était pas... Incompréhension totale sur la vie d'imposition. Pour autant, elle avait des vrais sujets. Préparer sa retraite, elle voulait transmettre à ses enfants parce qu'elle est chef d'entreprise et puis elle voulait laisser quelque chose à ses enfants. Bref, une situation qui lui est propre et elle avait d'autres leviers à disposition. Elle n'avait pas le levier fiscal, mais elle avait d'autres leviers à disposition, du patrimoine, de la capacité d'épargne mensuelle, de l'endettement. J'ai pu l'accompagner quand même. C'est là où en effet on voit que souvent on n'a pas forcément une bonne vision de son propre patrimoine en fait. C'est ça. Et la clé d'entrée, ça a été le moment de la déclaration fiscale. Ah oui, à ce moment-là. Voilà, donc tu vois, c'est un point d'entrée. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe un premier rendez-vous justement avec toi? Bien, ça se passe bien. J'espère. C'est ce que disent les gens. Si en plus après il reste, c'est qu'a priori c'était bien la première fois. Non, blague à part, on se voit un premier rendez-vous, c'est juste un temps d'écoute. Le premier rendez-vous, je ne fais qu'écouter les gens, comprendre leur situation, surtout comprendre leurs objectifs. Je le dis toujours avec beaucoup d'ironie, mais personne n'a pour objectif d'être le plus riche du cimetière. En général, on a des projets derrière, mais c'est vrai. Et ce qui va me permettre de bien accompagner mon client, c'est de comprendre quels sont ses projets à lui. Il peut avoir la même situation financière que son voisin, il n'a pas les mêmes projets. Donc le premier rendez-vous, c'est vraiment un temps d'écoute. Ensuite à ça, moi je vais travailler sur le dossier, plus ou moins longtemps en fonction du travail qu'il y a dessus, et on se revoit pour un deuxième rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est un rendez-vous de présentation de la stratégie, où là c'est une approche globale. La fiscalité est un levier, il y a d'autres leviers à disposition, on les étudie tous, et on va essayer d'avoir
une optimisation complète, mais pour atteindre les objectifs. Là aussi, un exemple concret pour me différencier, comme je t'ai dit, je viens du milieu de la banque. En banque, en un rendez-vous, on doit faire la découverte, signer quelque chose, proposer le produit. En à peu près 1 heure, si on veut être bon. Oui. Là, moi, je suis incapable de faire ça aujourd'hui. Il y a un placement de produit, En 1 heure, c'est juste de la découverte. En banque, par exemple, si tu vas pour préparer ta retraite, tu vas dire, bah voilà, moi, je viens pour préparer ma retraite. Le conseiller va dire, bah, vous pouvez épargner combien tous les mois? Tu vas dire 100 € par exemple. Bah, très bien, vous allez mettre 100 € là-dessus, et puis ça sera un capital pour votre retraite. Moi, aujourd'hui, notre approche, elle est complètement différente. C'est, vous voulez préparer un complément de revenu pour la retraite? Très bien. Vous allez percevoir combien à la retraite? On fait la simulation ensemble. OK. Vous voudriez percevoir combien en réalité? OK, il y a 300 € à aller chercher. Pour aller chercher ces 300 € en fonction du délai imparti, il nous faut aujourd'hui mettre tant par mois sur tel levier. Et du coup, on est sûr d'atteindre l'objectif. C'est ça mon métier aujourd'hui. C'est notre mécanique. Complètement. C'est notre méthode de travail. Quels sont les moments clés quand même de la vie où la question de la fiscalité, elle devient centrale? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments on peut faire un peu la même déclaration tous les ans. Est-ce qu'il y a quand même des moments un peu charnières où il faut être vigilant? Oui, alors l'entrée dans la vie active, j'ai beaucoup de jeunes actifs qui touchent leur premier salaire et qui s'attendent à, une fois de plus, à un coup près qui va tomber, c'est pas toujours le cas. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans des secteurs porteurs aujourd'hui, qui ont des hauts revenus dès leur premier emploi et qui veulent optimiser, en tout cas comprendre ce qui se joue derrière et comment ils peuvent faire les choses différemment. Donc ça, c'est un moment clé. L'arrivée d'un enfant ou un changement dans la situation matrimoniale, Pacs, mariage, parce qu'on va faire une déclaration à 2 et du coup, on se penche un peu plus sur le sujet. Et puis, il y a aussi, étonnamment, il y a l'arrivée d'un enfant, mais il y a quand les enfants quittent le foyer. Eh oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été imposables tout le temps qu'ils avaient des enfants. Et la première déclaration, là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc ça, c'est un moment aussi révélateur. Allez, j'aimerais que tu me résumes pour ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent préparer avant de te rencontrer? Eh bien, déjà, c'est important de se poser des questions qu'on n'a jamais pris le temps de le faire. Alors, pas de panique, si vous ne l'avez pas fait, on peut quand même se voir. On le fera en rendez-vous. Ensemble. Mais en rendez-vous, je vais vous poser plein de questions sur vos projets. Et c'est vrai que vu qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire, c'est pas toujours évident. Des fois, on se sent un peu perdu quand il faut donner une réponse. Donc, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a des travaux à court terme à prévoir? Pour quel budget? La retraite, si vous voulez préparer votre retraite, c'est bien, c'est très important. Mais de combien on parle? Donc ça, c'est des points importants. Faire l'état des lieux de ses actifs aussi. Des fois, on ne se rend pas toujours compte de son patrimoine. J'ai des clients qui me disent à le rendez-vous, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais un contrat là aussi, puis ils vous donnent le montant, dire, ah oui, c'est quand même pas rien, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, faire un état des lieux de ses actifs, c'est important. Et puis, il faut avoir envie de réaliser ses projets. Alors ça paraît bête dit comme ça, mais des fois, on n'est pas toujours prêt à ce que les choses changent. Si vous avez envie que vos projets se réalisent, il faut être prêt aussi à être accompagné. Selon toi, quel est le bon état d'esprit à adopter face à la fiscalité? Je te donne une baguette magique, tu dirais? Il faut arrêter de la fuir, il ne faut pas la subir, il faut vraiment l'utiliser comme un outil d'optimisation et un levier. Pour ma dernière question, je vais te poser une question difficile. Si tu dois résumer les conseils à tout ce qu'on vient de se dire là, en 3 conseils absolument importants à avoir au moment où justement la déclaration arrive, ça serait quoi? N'attendez pas le dernier moment. Voilà. Faites-vous accompagner pour vraiment poser les bases de ce que vous voulez et comment vous pouvez optimiser votre fiscalité. Et puis, ça se prépare à l'avance, anticiper, tout simplement. Ça sera, je pense, le maître mot de cette émission. Un énorme merci, Amandine. On espère que vous avez appris plein de choses avec nous, que vous avez eu des tips, des conseils. Évidemment, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux Innovea, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast. On va vous mettre tous les liens en description. Abonnez-vous pour ne rien louper, likez, commentez. On compte sur vous et on vous dit à bientôt.